Bonjour à tous. Et si finalement c'est Madame Simone Gbagbo et le président Ouattara qui seraient le fer de lance de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, chez elle, à Mossoul, le samedi 25 août dernier, a délivré un message de paix empreint de beaucoup de spiritualité, un message qui fait d'ailleurs écho à celui du chef de l'État prononcé le 6 août dernier à la veille de la fête nationale. Dans ce numéro de Ce qui fait débat, nous évoquerons les nouveaux chantiers de la réconciliation nationale avec mes invités, Mamadou Habib Karamoko, politologue et chef d'entreprise, économiste également, chef d'entreprise. Bonjour Habib. Bonjour. Et Geoffroy Julien Kouao, juriste, analyste politique. Votre dernier ouvrage, publié chez Plume Habile, Le Premier ministre, un prince nu, repenser le régime politique ivoirien. Bonjour Geoffroy Julien. Bonjour Ange. Alors, je veux placer cette fête de l'indépendance sous le signe d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance que nous nous donnons pour faire grandir la Côte d'Ivoire dans l'amour, dans la confiance mutuelle et dans la solidarité. C'étaient les mots du chef de l'État le 6 août dernier. Est-ce qu'on peut dire, Habib, que ces mots du chef de l'État refondent un contrat, le contrat social en Côte d'Ivoire? Merci. Je pense que le discours du chef de l'État était un discours très attendu. Voilà. Après tout ce que nous avons connu en termes de crise post-électorale, d'exilés, de prisonniers, dans le cadre de la réconciliation des Ivoiriens, tout le monde attendait un geste fort du président de la République. Depuis 7 ans d'ailleurs. Depuis 7 ans, bien que on ait mis en place des structures telles que la CDVR et des ministères même ont été créés pour la solidarité et la réconciliation. En tout cas, les gens attendaient des gestes forts parce qu'apparemment, malgré tout ce qui était en train d'être fait, on avait l'impression toujours que les choses n'avançaient pas. Donc ce discours du chef de l'État est un discours attendu et je pense que le discours, en tout cas, à travers les paroles et les actes qui ont suivi les paroles, plus d'un Ivoirien a été satisfait. Simone Gbagbo, qui est une femme politique, qui est un acteur majeur dans tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé ces dernières années, a été libérée avec d'autres prisonniers, grosso modo près de 800 personnes. Je pense que c'est un geste très fort pour la réconciliation. Et c'est dans cette dynamique-là que les Ivoiriens doivent continuer, bien qu'il existe des différends politiques, il existe des clivages, il existe des ambitions personnelles, c'est tout à fait légitime, mais ce qu'il faut privilégier, c'est la paix, c'est la stabilité, à travers les discours et à travers les actes que nous posons au quotidien. Alors, Geoffroy Julien, est-ce que ce discours refonde un nouveau contrat social? Le chef de l'État avait placé la fête de l'indépendance sous le signe d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance que la Côte d'Ivoire devrait se donner. Oui, on peut le dire, hein, sans risque de se tromper. Nous sommes dans une nouvelle Côte d'Ivoire depuis le 6 août 2018. Un nouveau contrat social est né, basé sur le pardon, l'oubli et l'acceptation de nos différences. Et les discours de Madame Laurent Gbagbo et les actes posés par le président Ouattara vont dans cette dynamique. Très bien. Le samedi 25 août dernier, quand on écoute Madame Simone Gbagbo, elle rappelait que quand elle était en détention, elle rappelait le rôle qu'a joué le ministre Coty, qui est un membre fondateur du RDR. Elle a remercié également la ville d'Odiéné. Elle a remercié même ses geôliers. Elle a parlé également en de termes très élogieux d'un couple burkinabé. Et à la fin de son discours, elle dit « Mon souhait est que nous acceptions et que nous acceptions de pardonner ». Alors, que Dieu a besoin du peuple ivoirien. Ces mots sont très forts. Qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qu'on retient finalement? Est-ce que c'est la démarche spirituelle de cette grande dame
ou c'est ce sentiment de liberté recouvrée et en même temps une façon pour elle de dire bon, j'ai ma place à prendre dans ce processus de réconciliation enfin. Ok, moi je pense que ce discours de Mme Gbagbo est venu à point nommé. Parce qu'il faut retenir que juste après sa libération, dans l'euphorie des retrouvailles avec les militants chez elle à la maison, elle avait tenu des propos qui ne rassuraient pas beaucoup les Ivoiriens. Voilà, c'était des propos que ses propres militants, puisque le FPI même est un parti aujourd'hui divisé, et les pro-AFI s'étaient inquiétés des propos tenus. Et parce qu'elle avait pris fait et cause pour Sangaré. Et les membres du RHDP ont alerté la communauté nationale et internationale en disant, bon voilà, le singe ne change jamais sa manière de s'asseoir. Parce que bon, c'était des discours qui ne rentraient pas forcément dans le cadre de l'apaisement. Donc je pense que elle s'est rattrapée. Elle s'est rattrapée, mais de la plus belle des manières. Voilà, c'est un discours de gratitude vis-à-vis des gens. Et même du chef de l'État. D'abord du chef de l'État, de ses geôliers, de Diakité Kouti. Je veux dire qu'elle n'était pas obligée de citer toutes ces personnes. Donc moi je garde espoir et vous remarquerez qu'après ce discours, l'ensemble des Ivoiriens retient une très très bonne impression, voilà, de la première dame, comme pour dire que les Ivoiriens fondamentalement sont tous attachés à la paix. Et c'est un discours avec un élan de spiritualité. Et il faut dire que le peuple ivoirien est un peuple très spirituel, voilà, qu'il soit musulman, chrétien ou même de religion traditionnelle. Les gens sont très très spirituels. Donc je pense que c'est un discours correcteur et Simone Gbagbo a très bien fait de rattraper le tir. Je pense que pour comprendre davantage la pertinence des propos de Mme Gbagbo, il faut revenir à son discours du 21 juin 2016, lors de son procès en assises. Elle avait dit à peu près ceci: si je suis acquitté, je m'engagerai pour la réconciliation nationale, la paix et la réparation, n'est-ce pas, des préjudices subis par les victimes. Sortie de prison, elle est dans cette dynamique-là. Elle est dans cette dynamique. Et ces mots de gratitude l'agrandissent, l'honorent. Je pense que nous vivons dans une nouvelle Côte d'Ivoire, celle où les enfants de toute la nation ont compris une chose. Nous formons une seule famille, la famille ivoirienne. Et il appartient donc à l'élite politique d'impulser cette dynamique-là, de saisir cela. Et je pense qu'à l'absence de M. Laurent Gbagbo, Mme Simone Gbagbo peut jouer un rôle important, surtout au niveau de la gauche ivoirienne, parce qu'elle a une stature qui plaît dans sa faveur. Elle a un passé qui plaît dans sa faveur. Et aujourd'hui, comme le président Ouattara, elle s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Il faut saluer cette dynamique et encourager tous leurs lieutenants à emprunter le même train, celui de la réconciliation nationale. Alors, cette dynamique de réconciliation nationale étant, on va dire, lancée, mais c'est sur quelle base finalement ? Sur quelle base on relance aujourd'hui cette dynamique-là ? Sur la base du pardon, de l'oubli. Les bases ont été posées par l'amnistie. Est-ce qu'on peut faire de la réconciliation, est-ce qu'on peut faire de l'oubli une stratégie de réconciliation ? Mais c'est celle qu'a adoptée le président de la République et que semble adopter, n'est-ce pas, Mme Simone Gbagbo. Je pense que, contrairement à une opinion admise, l'amnistie, certes, veut dire oubli, mais ne se fait pas au détriment des victimes, puisque l'amnistie n'efface pas la réparation des dommages causés. Bien au contraire, seulement, ce ne sont plus les auteurs des infractions qui vont, n'est-ce pas, indemniser les victimes, mais c'est plutôt l'État.
l'État qui a pris la décision d'oublier. Et donc, je pense que c'est sur le pardon, sur le fondement de l'oubli, et puis aussi de l'acceptation de nos différences, Et malheureusement, certains propos marginaux viennent mettre à mal cet élan, mais le plus important, je pense que ce sont les leaders, tel Mme Gbagbo, tel le président Ouattara. Mais en même temps aussi, il faut qu'on aille dans cette dynamique pour comprendre que certes, Mme Gbagbo peut jouer un rôle important, mais la personne qui peut vraiment réconcilier ces troupes, c'est Laurent Gbagbo. Donc il faudrait que la communauté internationale tienne compte de la dynamique de réconciliation entamée en Côte d'Ivoire pour voir dans quelle mesure cela pourrait influencer le procès de l'AE. Moi, je pense que... Sur quelle nouvelle base relancer cette dynamique de réconciliation? Je pense que les bases sont déjà lancées. Les bases... c'est cette ferveur après la libération de ces prisonniers de la crise post-électorale. Et nous sommes dans une dynamique politique. Bientôt, ce sont des élections locales. Dans 2 ans, on aura des élections présidentielles. C'est de créer les conditions pour que ces élections soient inclusives. Parce qu'il ne faut pas oublier... On en parlera tout à l'heure. D'accord. Mais je veux dire que la plupart des bisbilles politiques, des différents politiques, sont sur des bases, sont sur des fondements d'élection. Voilà. Donc je pense que lorsque les questions d'élection sont réglées, lorsque aucune partie ne se sent lésée, c'est déjà très bon. Voilà. Lorsqu'on peut organiser des élections dans une atmosphère où il y a la sérénité, où il n'y a pas de méfiance, c'est très bon. Donc sur la base déjà de la libération, où tout le monde est content, parce que je ne vois pas de parti qui ne soit pas satisfait de cet acte fort du président de la République, bien qu'il y a ce désir de justice, c'est vrai. Pour faire une bonne réconciliation, il faut de la justice, mais je pense que nous sommes dans une dynamique et il faut encourager le président de la République à aller encore plus loin. À aller plus loin, et surtout les gens qui ont bénéficié de cette amnistie, d'avoir le triomphe modeste. Voilà, d'avoir le triomphe modeste, d'être humble et d'avoir la grandeur d'esprit de demander pardon, d'aller vers les Ivoiriens et de ne pas faire de bravade. Voilà, parce que moi j'ai été très désagréablement surpris après la libération de Simone Gbagbo, les jours qui ont suivi, les titres des journaux donnaient l'impression qu'il y avait une forme de pression internationale sur le chef de l'État. Ce genre de discours ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Voilà. Alors, Geoffroy Julien Kouaou, pour poursuivre un peu ce que disait tout à l'heure Habib, alors c'est bien, c'est cette dynamique, cette nouvelle dynamique de réconciliation est lancée. Pour lui, la base, ce serait conforter aujourd'hui les mécanismes pour assurer très prochainement des élections apaisées. Alors, le chef de l'État avait également promis la réforme de la CEI, et aujourd'hui, toutes les institutions, tous les partis politiques et même des organisations de la société civile réclament cette réforme-là. Alors, faut-il la faire? Maintenant, la question, c'est faut-il la faire avant les prochaines élections locales? Oui, il serait heureux que cette réforme se fasse avant les élections locales à venir. Tout simplement pour donner plus de consistance et de crédibilité à la parole présidentielle. Le président de la République, à la suite de la société civile, des intellectuels et de certains politiques, a reconnu lui-même qu'il y a nécessité de réformer la CEI. N'oublions pas que la crise est partie des élections mal organisées. Il y a eu un dysfonctionnement institutionnel. Je pense que c'est l'occasion, après le discours du président de la République, le 6 août dernier, de redéfinir le cadre théorique, le cadre juridique et le cadre institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. Il faut donc prendre du temps.
Et je pense qu'il serait idoine de reporter ces élections, peut-être dans le premier trimestre de 2019, le temps de permettre de vider, n'est-ce pas, tous les contentieux relatifs au cadre institutionnel des élections pour que ces élections soient inclusives. Parce que, imaginez, si le 18 octobre, comme promis, il y a des élections. 13 octobre. Le 13 octobre. Le 13 octobre. Autant pour moi, il y a des élections. Sans le FPI d'Abdraman Sangaré, de Simone Gbagbo, il est évident que tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens, mais il faut faire des plaidoyers avec beaucoup de sagesse et non sous forme de menaces, d'intimidation, comme si on pouvait faire pression sur le chef de l'État. Non. Il faut faire un plaidoyer, il faut demander au chef de l'État d'aller davantage dans la direction qu'il a empruntée, mais avec beaucoup de modestie. Est-ce qu'il faut cette réforme-là avant les prochaines élections locales? Je ne sais pas quelle est la profondeur des réformes. Une chose est claire, une chose est sûre, c'est que le président de la République a pris l'engagement. Ouais, a pris un engagement, a pris bonne note suite à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Donc le principe, il est acquis. Après maintenant, c'est une question d'organisation, c'est une question de confiance entre les acteurs. À partir du moment que le principe est acquis, c'est de trouver les moyens rapidement d'engager ces réformes. Mais ce que je retiens, c'est que les prochaines élections et celles majeures de 2020 sont des élections essentielles et vont même au-delà des élections. Ce sont des événements essentiels pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Un pays, c'est vrai, on parle beaucoup d'économie, on parle beaucoup d'investissement, on parle beaucoup d'infrastructures, mais tout cela n'aurait du sens que lorsqu'on aura la paix sociale. Et nous avons, notre paix sociale a été perturbée ces dernières années pour des problèmes politiques, pour des problèmes d'élection. Donc pour moi, c'est essentiel. La réforme de la CEI est essentielle. C'est d'ouvrir les discussions avec toutes les parties, la société civile, les intellectuels, pour que, rapidement, on puisse trouver une CEI consensuelle. Alors, trouver une CEI consensuelle, c'est bien, mais il y a un autre gros souci, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques ne sont plus forcément des pôles de stabilité démocratique. Tous les partis politiques sont divisés. Alors, est-ce que ce n'est pas une menace pour la réconciliation? Oh non, ce devait être bien au contraire un avantage. Que les partis politiques soient divisés? Oui, non, ils ne sont pas divisés en tant que tels, ce sont des courants de pensée seulement. Ces courants de pensée s'expriment avec beaucoup de maladresse. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est dans un parti politique qu'on a la même vision des choses. Il y a peut-être des différences de degrés. Seulement, il faut savoir les exprimer. Mais le problème, c'est l'organisation et le fonctionnement de nos partis politiques. Est-ce que ce sont des partis qui fonctionnent sur les bases démocratiques, sur des bases idéologiques? Je ne le pense pas. En tant que politologue, je ne le pense pas. Je pense plutôt que nos partis fonctionnent autour des principes charismatiques. Ils cherchent l'homme charismatique, l'homme providentiel. Mais ça a toujours été ainsi. Oui, ça a toujours été ainsi, mais seulement... Depuis Félix Houphouët-Boigny. Oui, justement, mais c'est la preuve que, raison pour laquelle tous se réclament de l'oufouettisme. Non, ça devait être une chance. Seulement, je pense qu'il y a beaucoup de maladresse parce que, je peux le dire avec beaucoup de gravité, nos hommes politiques refusent de se former politiquement. Quand j'écoute souvent leurs discours, la majorité ne sait pas ce que c'est qu'une république. La majorité ne sait pas ce que c'est que l'État. La majorité ne sait pas ce que c'est qu'un parti politique. Vous voyez, le débat tourne autour des personnes. Quand vous lisez la presse, on dit le conflit, les clivages entre Bédié et Ouattara. Mais non, c'est les clivages entre le RDA et le PDCI-RDA. Voyons d'abord les institutions et non les personnes. Lorsque nous allons régler ces problèmes, je pense que nous pourrons aller de l'avant. Et il faudrait aussi que les présidents de parti, les responsables de parti acceptent la contradiction. Ce n'est pas parce qu'on est le président d'un parti qu'on détient la vérité absolue, que les autres n'ont pas droit à la parole. Ah non, il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Je souhaiterais par exemple, concernant le PDCI-RDA, qu'il y ait un débat contradictoire.
entre M. Adjoumani et M. Djikaoué. Ce serait vraiment intéressant. Au niveau du RDR, parce que là aussi il y a des problèmes. Il y a une dissidence des pro-Soro. Pourquoi ne pas engager un débat contradictoire entre M. Soro Diom et Mme Kandia Kamara? Ce serait vraiment intéressant. Au niveau du FPI, entre M. Abdraman Sangaré et M. Afin Guessan. Je pense que c'est la juxtaposition des monologues qui exacerbe les positions radicales. Est-ce que la société elle-même, elle est prête au débat? Oui, je pense qu'elle est prête au débat. Moi, je pense que la société ivoirienne, contrairement à ce qu'on peut... n'est pas une société aussi passive. Les Ivoiriens sont très conscients de la place de la politique dans leur quotidien. De plus en plus, les gens se rendent compte que quand ça ne va pas sur le plan politique, ça ne va pas dans leur quotidien. Donc, les gens ont plutôt plus conscience de cela. Mais comme nous le savons tous, on a un gros problème de formation politique. On a un problème de Comme le disait Geoffroy Julien. De formation politique. Les partis politiques, malheureusement, s'apparentent de plus en plus à des clubs de soutien, à des leaders charismatiques. Et quand bien même que dans l'organisation de ces partis politiques, la formation politique est prévue, mais bon, dans la réalité, on ne voit pas grand-chose. Il y a même des écoles de partis Il y a même des écoles de partis qui sont créées, qui existent, mais bon, malheureusement, qui ne fonctionnent pas. Et cela, on vient de loin, c'est peut-être dû aussi à notre passé politique. Voilà, notre pays est resté très longtemps dans un système de partis uniques qui a formaté les esprits et les mentalités. Nos traditions africaines où souvent le droit d'aînesse prime sur la raison, et vous pouvez vous retrouver dans une situation politique et dans un cadre de discussion où parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes pauvre, parce que vous êtes de telle famille, vous n'avez pas le droit à la etc. parole. Je pense que c'est un problème de société, c'est un problème sociologique qu'il faut traiter, et déjà le fait qu'on en parle, c'est une très bonne chose. C'est un bon début. Voilà. Peut-être que ça passerait également par la démonopolisation de l'audiovisuel. Oui, évidemment, depuis plus de 10 ans, j'en fais un combat. Je pense que le libéralisme politique, c'est le multipartisme, c'est la pluralité médiatique. Il faudrait que la Côte d'Ivoire cesse d'être une féodalité médiatique. Il faudrait qu'on ouvre la télévision. Il faudrait qu'il y ait plusieurs télévisions au niveau national. Et tout ça, c'est pour notre intérêt. Ouais, aujourd'hui, tout le monde est obligé de tendre le regard vers l'extérieur. On parle de l'immigration, mais parce que les Ivoiriens ne regardent que l'extérieur à travers les chaînes cryptées. Donc, ils voient l'Eldorado. Alors que si on avait des chaînes de télévision au niveau national, peut-être que idéologiquement, on serait tourné vers nous-mêmes. Et je le rappelle, c'est le fondement du libéralisme politique. Tous ceux qui prétendent être des libéraux, je leur dis ceci. Dans toutes les écoles de sciences politiques, le libéralisme politique renvoie au multipartisme, renvoie à la pluralité médiatique. Lorsqu'on refuse d'ouvrir l'espace audiovisuel, on n'est pas un libéral. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de parti libéral en Côte d'Ivoire, au regard du monopole audiovisuel détenu par la télévision nationale. Très bien. Alors, on touche vers la fin de ce débat. Parlons de cette nouvelle dynamique de la réconciliation nationale. En 2-3 mots, quel devrait être le rôle de la société civile aujourd'hui? La société civile doit jouer tout son rôle et doit prendre toute sa place. La société civile, c'est ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, bien que chacun a sa petite idée, chacun dans les urnes fait son choix, mais dans les partis politiques, les gens sont engagés, ils ont des militants. Dans la société civile, ce sont des citoyens qui, conscients des difficultés dans lesquelles se trouvent les populations, s'unissent et interpellent les hommes de pouvoir. Il faut une société civile forte. Il faut une société civile forte, surtout dans un environnement où les politiques ont failli. Parce que, je le disais à quelqu'un, tous les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus, ce n'est pas de l'ordre des planteurs, ce n'est pas les apprentis baka, ce n'est pas les chauffeurs de taxi. Nos problèmes, tous les problèmes que nous avons connus et qui ont créé de la désolation, des morts, des exilés, c'est des problèmes
causée par nos élites, donc l'élite politique. Donc, lorsque la société civile sera forte, et la vendeuse d'Attiéké, le petit laveur de voiture, le jeune blanchisseur, saura qu'il est défendu, il a sa voix à porter et des gens peuvent porter sa voix. Alors, oui, la société civile, c'est qui en fait? La société civile, c'est la population. Il faudrait donc que cette population soit de plus en plus exigeante, qu'elle refuse de consommer de la politique politicienne, qu'elle refuse de consommer, non, c'est Bidi qui a raison, non, c'est Djikawi qui a raison, non, c'est Ouattara qui a raison. Non, c'est pas de la politique, c'est de l'impolitique. Il faut que la société civile, c'est-à-dire les populations, demandent, par exemple dans le cadre des élections locales, qu'est-ce que vous faites pour nos pistes rurales? Qu'est-ce que vous faites pour que nos enfants aillent à l'école dans des meilleures conditions? Nous n'avons pas de maternité. Comment faire pour avoir une maternité? Nous n'avons pas d'eau, de pompe. Comment faire pour en avoir? Voici des questions inaugurales qu'il faut poser aux différents candidats et non des questions politiques et politiciennes. Il faudrait donc que la population soit extrêmement exigeante. Il faut que la demande soit exigeante parce que les hommes politiques agissent en réaction de l'action des populations. Maintenant, il y a aussi les intellectuels. Il faudrait que nous sortons de nos classes, de nos salles d'amphithéâtre, des salles de classe, pour aller vers la population. Ça sert à quoi? De dire que je suis agrégé en droit, je suis agrégé en sociologie, je suis agrégé des choses. Mais tu ne vas même pas vers les gens de Djagadjokro, vers les gens de Djambadjoké, vers les gens de Belor, vers les gens de Djamalakro. Ce sont eux qu'il faut, c'est vers eux qu'il faut aller. C'est pourquoi moi je suis toujours sur le terrain. Quand j'écris le Premier ministre est un prince nu, la Côte d'Ivoire est mal partie, mais tous les enseignants de droit connaissent ça. Tous les juristes savent. Donc ma cible, ce n'est pas les juristes. Ma cible, ce sont les populations de nos villes, de nos villages. Donc il faut que nous aussi, intellectuels, nous acceptons d'aller vers nos parents pour leur expliquer ce que c'est que la politique. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci Geoffroy Julien Kouao, merci Mamadou Habib Karamoko. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre débat, un autre Ce qui fait débat. À très vite.